Bonjour, Coucou bienvenue Laurence. à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier webinaire de l'année 2020. On a hâte un petit peu que cette année se termine, mais on va bien la finir ensemble. Du coup, alors ce webinaire, on a décidé de le dédier à la conciliation des temps de vie. Sur My Happy Job, c'est vraiment une thématique très forte, surtout cette année. On aura l'occasion d'en parler, année de crise et année de confinement. Et du coup, je pense que ça fait revenir beaucoup de personnes à l'essentiel et à l'envie aussi de mieux concilier vie pro et vie perso. Donc, pour m'accompagner lors de ce webinaire, je suis avec deux expertes en la matière. Alors, tout d'abord, bienvenue Diane Ballona-Roland. Bonjour. Bonjour, merci à toi, Alors, merci pour ton invitation. merci, avec plaisir. Mhm. Alors, tu es la fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Temps et Équilibre Mhm. et tu es aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Slow Working qui est paru aux Mhm. éditions Vibert dans la collection My Happy Job. Exactement, tout à fait. Bienvenue à toi aussi, Marie Tumoine. Tu es responsable grand compte chez Petit Bambou. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir pour ce webinaire. Très contente d'y participer. Avec plaisir. Alors, on ne présente pas l'application Petit Bambou, tout le monde la connaît forcément, mais du coup, on aura l'occasion de parler de la méditation, mais aussi je dirais de l'engouement pour la méditation aussi en entreprise, qui est vraiment je trouve, une grande tendance de l'année. Donc, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail avec toi. Alors, comme je vous le disais, la conciliation des temps de vie, c'est vraiment un thème de l'année. Pour vous donner une idée, il y a une étude super intéressante qui a été publiée par un organisme de formation qui s'appelle Chance en septembre et qui montre qu'il y a quand même 75% des personnes interrogées qui seraient capables de changer de travail pour pouvoir mieux concilier vie pro et vie perso. Ça montre vraiment que c'est une aspiration croissante et les salariés demandent énormément plus de flexibilité. C'est vrai que cette année, avec les confinements, c'est quelque chose qu'on a vu avec le télétravail, avec les points forts et les points faibles, ou en tout cas les choses à mettre en place pour que le télétravail se passe bien, et on y reviendra. Donc déjà, pour éclaircir un petit peu ce thème, je voulais vous demander à toutes les deux, pour vous, bien concilier vie pro, vie perso, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Diane, comment tu nous l'expliques? Alors, bon, c'est un vaste sujet, hein, on peut le définir de plein de manières différentes. Pour moi, en tous les cas, bien concilier, si tu veux, vie pro, vie perso, c'est tout simplement, c'est pas forcément d'ailleurs toujours très simple, c'est trouver son équilibre de vie, si tu veux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire se sentir bien, ça veut dire se sentir bien dans ses baskets, en équilibre donc. Donc, ce qui va être important, c'est déjà de s'interroger sur ce dont on a besoin pour se sentir bien, qu'est-ce qui est nécessaire à notre équilibre, et c'est ça. C'est finalement se construire progressivement, hein, parce que ça peut parfois se mettre du temps et on peut affiner, réajuster, etc. C'est trouver finalement une vie dans laquelle la sphère professionnelle, hein, notamment, parce que c'est souvent celle qui déborde, ne prend justement pas tout l'espace et laisse justement suffisamment de place pour que les autres sphères de notre vie, hein, parce qu'on n'est pas juste un travailleur qui travaille, etc. On est aussi, on, on a plein d'autres dimensions et qui laissent effectivement cet espace à toutes finalement les dimensions de notre être. Ça peut être celui qui a envie d'écrire, ça peut être celui qui aime voir ses amis, celui qui a besoin de passer du temps de qualité avec sa famille, etc. Donc, c'est finalement une vie organisée autour de toutes les sphères de notre vie. Voilà. C'est comme ça que je le résumerai, mais il y a plein de définitions de cette fameuse, de ce d'un bon équilibre, en tous les cas, vie pro et vie perso. Ouais, ce qui est intéressant, c'est ce côté à la fois, je trouve, subjectif, mouvant, parce que du coup, c'est pas forcément quelque chose qui reste figé dans le marbre, mais c'est à l'inverse quelque chose qui évolue aussi avec le temps. Et ce que Oui, j'aime bien aussi dans ta définition, c'est complètement. que c'est pas, on a souvent l'image de la conciliation des temps de vie comme quelque chose pour les parents quand les enfants arrivent, et non, c'est pas que voilà, Ça gérer. concerne tout le monde, en fait, hein. On a tous besoin, hein, finalement, de vivre une vie en équilibre. Et donc, effectivement, ça peut concerner et les hommes et les femmes, hein, parce que souvent on a C'est bien de tendance le à le souligner. réduire finalement, et on sait pourquoi on le fait, hein, parce qu'il y a aussi une problématique de la double journée, etc. Mais ça concerne aussi les hommes, ça concerne aussi les salariés ou comme les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, hein, toutes les sphères. On rencontre aussi voilà, des retraités aussi qui rencontrent des problématiques d'équilibre, les étudiants, donc ça concerne véritablement tout le monde, y compris effectivement les salariés qui ne sont pas parents en fait, hein. Donc on a tous une vie à côté, heureusement, une vie qui ne se limite pas justement à la sphère professionnelle. Mm, mm. Marie, du coup, c'est cette question d'équilibre aussi te parle. Comment tu vois les choses?
Oui, bah, pour rejoindre moi, la définition de Diane, je m'y projette totalement. Pour compléter un peu, c'est vraiment cette notion d'être aligné, en fait, d'être conscient des choix que l'on fait dans sa vie. Et, et conscient des priorités qu'on va mettre et de cette définition de ces sphères. Et c'est l'alignement avec soi-même. Et effectivement, c'est totalement mouvant parce qu'à un moment donné, on aura une priorité sur un sujet où on sort d'école, on est jeune diplômé, on veut se donner à fond et on aime bien ça parce qu'on s'éclate dans notre taf. Et donc, du coup, on va peut-être passer un peu plus de temps et on va pas sortir plus tard, on va boire des verres avec nos copains le soir. Et peut-être que 5-10 ans après, ça aura changé. Il y aura d'autres aspects qui vont arriver. Peut-être que ça va être par le sport, par la culture, par les enfants, etc. Et donc, c'est vraiment cette question d'être aligné avec soi, être en accord avec ce qu'on est, qui on est, être conscient de nos valeurs, de nos envies, de nos peurs, de nos joies, et vraiment d'être bien avec nous-mêmes, quoi, bien dans nos baskets pour pouvoir définir cet équilibre de vie pro, vie perso. Voilà. C'est vraiment pour moi un point très important. Oui, tout à fait. Non, j'aime beaucoup l'idée aussi d'alignement qui va bien avec la question d'équilibre. Et en effet, c'est aussi ce qui va nous définir chacun à des moments particuliers de nos vies. Quand on parle de conciliation vie pro-perso, on parle souvent de déconnecter le soir, le week-end, de prendre des congés. Il y a aussi une notion qui est importante, on y reviendra notamment en télétravail, mais pas que, c'est les pauses dans les journées de travail. Parce que je pense que bien concilier, c'est aussi avoir des journées qui nous ressemblent et pas avoir l'impression d'être dans un tunnel où on prend une grande respiration et puis il n'y a que quand on claque la porte du bureau qu'on peut à nouveau, je dirais, passer à autre chose. Diane, pourquoi c'est important ces temps de pause dans nos journées de travail? Alors, là encore, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur la question. C'est important parce que tout simplement, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on en a même, au-delà même du psychique, on en a besoin même biologiquement. Hein, chose que les gens finalement ignorent souvent. Hein, c'est-à-dire que le cerveau, pour bien fonctionner, déjà, il a besoin de régulièrement se mettre sur pause finalement, parce qu'il faut bien comprendre que quand on travaille en ayant l'esprit fatigué, quand on ne s'accorde pas suffisamment de pause, hein, finalement, on va mettre plus de temps, on va avoir plus de mal, on l'a tous déjà ressenti. D'ailleurs, on sent tous un petit peu que la fin d'année commence à être un petit peu compliquée et qu'on a besoin, on ressent ce besoin de s'arrêter. Mais ce qu'il faut intégrer, en fait, c'est cette nécessaire alternance entre activité et repos, temps d'activité, temps de repos, que l'on peut aussi, y compris, décliner en fait sur un mode quotidien. C'est-à-dire que plus on s'accorde des pauses et donc aussi des micro-pauses régulièrement, mieux finalement on apprend à gérer son énergie dans la durée et mieux on tient le rythme en fait dans la durée. Et l'enjeu il est là. L'enjeu il est de tenir nos engagements, nos missions, y compris ce qui a du sens pour nous, mais en le faisant dans une forme d'équilibre justement et en tenant le rythme. Et donc ces temps de pause, ils vont être fondamentaux d'abord pour que le cerveau puisse justement reprendre un petit peu de force de temps en temps. Alors, souvent, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'arrête, quand on prend une pause, le cerveau ne fait pas rien. Il bascule dans ce qu'on appelle le mode réseau par défaut, dans lequel il va opérer voilà, un travail qui est complètement différent, mais dont on a besoin, en fait, aussi. Il va classer certaines informations, il va faire le lien entre le passé, le présent et le futur, il va enrichir toute notre historique de vie, en fait, aussi. Donc, il va mettre à jour beaucoup de choses. Il va nous aider aussi à l'introspection. Donc, on a besoin de ces temps de pause pour mieux revenir après et repartir sur quelque chose qui va nécessiter effectivement notre attention, notre réflexion, donc tout ce qui va solliciter aussi le cortex préfrontal, etc. Donc, quand on parle de pause dans une journée, ça peut être 5 minutes. On n'est pas obligé systématiquement de partir sur des temps de pause de 10, 15, 20, 30 minutes, etc. Même 5 minutes, ça peut être déjà profitable. Et moi, j'irais même encore plus loin. Hein, c'est pour ça que souvent, je parle de micro-pauses. On peut aller aussi parfois sur des pauses de 60 secondes, d'1 minute ou de 2 minutes. Ça peut déjà suffire à justement mettre plus de conscience en fait dans ce que l'on vit au quotidien. Parce que tu disais justement quand on enchaîne des choses, quand on est constamment dans le faire, dans l'action, ben, du coup, on ne peut pas vivre les choses, on ne peut pas s'interroger sur est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas, on ne peut pas prendre le temps de faire le point sur nos priorités, etc. Donc, c'est important régulièrement de pouvoir remettre de la conscience. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi justement cultiver la pleine conscience au travail aussi. Hein. Donc, ça va être juste de s'arrêter,
de pouvoir s'interroger sur notre ressenti, revenir à notre souffle, par exemple, justement, Marie pourra mieux nous en parler. Mais c'est ça, en fait, hein, c'est pas forcément non plus des choses extravagantes, et c'est d'autant plus important en ce moment que beaucoup de gens sont en télétravail et que quand on est en télétravail, on s'accorde encore moins de temps de pause parce qu'on est chez soi, parce qu'on se l'autorise encore moins. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de gens, hein, moi je le vois dans les services, en entreprise, etc., déjà hors même télétravail, qui ne s'autorisent pas encore ces temps de pause, alors qu'en fait, c'est un allié de l'efficacité, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Oui, tout à fait. On en a besoin, en fait, tout simplement. Oui, oui. Et quand alors Diane nous parlait de pleine conscience, justement, parmi les pauses possibles, on peut aller marcher, on peut se faire un thé, on peut ne serait-ce que quitter son téléphone et son ordinateur et regarder par la fenêtre, mais aussi on peut du coup méditer. Et est-ce que tu peux nous expliquer déjà, méditer, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un peu comme le yoga, certains peuvent avoir des clichés ou des images en tête, donc méditer déjà, ça veut dire quoi? Et ensuite, concrètement, quand on a une pause, qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut pratiquer? Donc, pour revenir à la méditation, aujourd'hui, la méditation, il faut la voir un peu comme la gymnastique du cerveau. On va à la salle de sport pour faire du sport et soulever des haltères. La méditation, c'est vraiment cultiver un état de présence, cultiver une attention. Et c'est cet aller-retour entre les pensées qui arrivent, on les observe, on les laisse partir et hop, on revient sur nous, hein, sur l'instant présent, par des ancrages, par le souffle, par l'observation de ses émotions, l'observation de ses ressentis corporels, le sol froid sous mes pieds, la chaise sous mes fesses, etc. Et donc, c'est vraiment cultiver cette attention continuellement, sans jugement et avec bienveillance. L'observer et surtout pas de jugement, pas de culpabilité, pas d'injonction. Il n'y a pas d'objectif, c'est vraiment être là maintenant en présence. Beaucoup de clichés autour de la méditation. Moi, j'entends souvent, pour vous donner un peu des retours que j'ai quand j'ai des contacts en entreprise. D'abord, souvent, ce que j'entends, c'est méditer, c'est faire le vide. Bah non, ça, c'est pas possible parce que faire le vide, il faudrait que vous soyez assommé ou inconscient ou pire. Le cerveau est pas fait pour ça. On a des dizaines de milliers de pensées dans la journée et ça, on peut pas le faire autrement. C'est chimique, c'est comme ça. On est construit de cette manière. Et en fait, l'idée, quand on commence à méditer, c'est vraiment l'observation de ses pensées et il faut voir les pensées un peu comme le sel de la méditation. C'est un peu ce qu'on saupoudre sur la méditation. C'est l'outil qui va nous permettre continuellement d'entretenir cette attention. Donc, j'observe mes pensées, qui sont-elles, d'où elles viennent, et puis les laisser partir. Et je reviens, et d'autres pensées vont arriver, et je refais le même mécanisme, et continuellement comme ça. Un autre cliché souvent qu'on a de la méditation, c'est la méditation, je me coupe du monde. C'est égoïste, c'est de l'introspection, et je me coupe de tout. Et non, la méditation, alors c'est certes observer, revenir au présent, observer ce qu'on ressent, observer ses émotions, son corps et sa respiration, mais c'est aussi être à l'écoute de son environnement extérieur, des sons, par la nourriture, de ce qu'on peut goûter, de ce qu'on peut toucher. On parle aussi beaucoup de communication consciente et d'écoute consciente quand on parle avec un collègue, quand on parle avec son conjoint, avec de la famille, des amis. C'est être là et maintenant présent lorsque la personne nous parle ou quand nous, on parle à la personne. Et ça, tout ça, ce sont des pratiques de méditation. Donc non, c'est vraiment pas se couper du monde, c'est se reconnecter à soi et se reconnecter à l'autre, développer son empathie et développer son altruisme. Et un dernier cliché que j'ai très souvent aussi au téléphone, c'est oh, la méditation, c'est pas fait pour moi parce que moi, j'ai trop de pensées. Je pense trop, je suis trop agitée. C'est pour mes collègues, mais pas pour moi. Et à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, bien au contraire. Bien au contraire. Je vous invite à vous poser, à vous asseoir et cette agitation va être votre outil pour vous entraîner à revenir toujours au présent, à entraîner sa capacité attentionnelle et sa concentration. Donc, bien au contraire, pour ces personnes qui se disent beaucoup agitées, l'idée, c'est vraiment de s'asseoir et d'observer cette agitation, de la laisser partir et elle va revenir et de l'observer, de la laisser partir et voilà, de retrouver ce schéma-là. Oui, vas-y, je t'en prie. La pratique régulière de la méditation, alors pas forcément, là encore, 1 heure par jour, ça peut être quelques minutes, j'imagine, par jour. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans un contexte de travail, mais aussi pour mieux concilier? Est-ce que ça nous apprend, comme tu le disais, à être mieux dans l'instant et du coup à mieux profiter de tous ces moments de notre journée aussi? Oui, donc l'idée de pratiquer régulièrement, c'est pas du tout de commencer par 1 heure par jour. Hein. Bien,
à mon avis, ça ferait l'effet inverse. Vaut mieux démarrer 5-10 minutes. Et effectivement, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. C'est aussi ces moments de pause, comme Diane les soulignait tout à l'heure. C'est revenir à soi, souffler, s'accorder un moment pour soi et faire un peu baisser la tension dans notre corps et dans notre cerveau. Donc ça va être le premier bénéfice. Nous, dans l'app, on l'appelle la crise de calme. Et ça dure 3 minutes. Et c'est vraiment un exercice de respiration sur 3 minutes d'ancrage pour voilà, se recentrer. Et après, dans tous les bénéfices dans l'environnement professionnel, on va avoir tous ces aspects de diminution du stress et amélioration de la résilience. On va avoir tout ce qui est développement de l'harmonie collective, de l'empathie, de l'altruisme, d'une meilleure communication avec ses collègues, avec sa hiérarchie. C'est aussi développer cet état de calme et de clarté qui va amener à des prises de décision plus avisées, plus construites. On va prendre le temps de se dire, voilà, je vais faire ce choix-là. Est-ce que je veux vraiment le faire? La rédaction d'un email, tout simplement. Nous, ça fait partie des petits tips que je propose dans le cadre de l'entreprise. C'est vous écrivez un email qui, vous savez, va avoir un enjeu, que ce soit pour votre hiérarchie, pour un client, pour un partenaire, pour des collègues. Et au lieu de l'écrire et hop, cliquer sur envoyer, c'est l'écrire, vous poser, respirer un petit peu, relire l'email et se dire, voilà, imaginez comment la personne va réceptionner cet email. Quels sont les messages? Il y a les premières lignes, ce que vous avez écrit, puis il y a ce qui se passe derrière. Et c'est vraiment observer ça. Et la méditation va permettre tous ces moments-là de conscience, donc que ce soit sur des bénéfices avérés de la méditation ou ces pratiques informelles tout au long de la journée. Décrocher le téléphone, vous ne le décrochez pas à la première sonnerie, mais à la 3e ou 4e sonnerie, etc. Voilà. Oui, ça permet d'avoir des... Moi, je confirme, hein, c'est ce que dit Marie, c'est vraiment aussi aller se connecter avec son intention ou ses intentions aussi. Et donc, ça permet justement d'être vraiment aligné avec ce que l'on fait, y compris sur des moments de création. Voilà, tu vas écrire un article ou je parle de choses qui me parlent ou tu vas concevoir un contenu. Moi, la première chose que je fais en général, je ne vais jamais le chercher à l'extérieur. Le point de départ, c'est toujours l'intérieur et ce que j'ai envie de transmettre. Ou comment j'ai envie de le faire et qu'est-ce que j'ai envie que ça apporte, etc. Donc ça, c'est aussi finalement une forme de pratique méditative, hein, finalement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et d'ailleurs avant qu'on commence, que moi, je pratiquais beaucoup la méditation informelle à travers, en faisant quelque chose, en travaillant, etc. Parce que ça te permet d'être vraiment justement de mettre de la conscience dans ce que tu fais, dans les choix que tu fais et aussi dans comment tu as envie de le faire. Aussi. Et comment, justement, tu as envie parce que tout ce que l'on fait, c'est aussi de la communication entre deux êtres ou avec un groupe, etc. Et donc, ça, c'est important. Et je trouve que c'est une vraie aide au quotidien, en fait, justement, pour mieux supporter la pression et pour rester, justement, dans cette… Alors, ce n'est pas forcément une question de maîtrise, c'est une question de ne pas être pris effectivement dans un tourbillon qui t'amène à faire des choses que tu n'aurais pas envie de faire ou qui voilà. Ce que tu disais par exemple sur ce que tu as dit, c'est très juste sur ce que ça te permet aussi d'avoir en termes de lucidité. Quand tu dois apprendre à gérer tes priorités et quand tu gères au quotidien, et souvent on gère des conflits de priorités, hein, un peu tous, faut quand même, voilà. Ben justement, ces temps comme ça un petit peu de pleine conscience et ces temps de pause en fait aussi te permettent justement de retrouver suffisamment de lucidité pour arbitrer tes priorités et pour faire les bons choix. On a besoin de cette lucidité-là pour faire les bons choix chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. Oui, tout à fait. Il y a une remarque de Jérôme que je trouve du coup intéressante qui nous dit méditer, c'est aussi prendre un temps pour soi pour encore être plus présent ensuite à son travail et aux autres. Et en effet, c'est tout à fait ce qu'on dit là, c'est très bien résumé. C'est à la fois le temps de la pause, je trouve, pour soi, du temps où on déconnecte et où on est pleinement à soi, mais c'est aussi pour mieux après, comme on le disait, prioriser et être pleinement à son travail et après dans ses occupations plus personnelles. On le disait tout à l'heure, c'est une aspiration croissante des salariés, cette envie de concilier vie pro, vie perso. On a un partenaire à MyEpijob qui s'appelle Speak and Act qui recueille des témoignages, des avis
de salariés, de collaborateurs. Et c'est intéressant quand on leur demande s'ils arrivent à bien concilier vie pro, vie perso. Il y a un chiffre que je retenais de leur étude qui est très intéressant. En moyenne, alors en 2020, on a à peu près 62% des salariés qui, je ne vais pas vous dire de bêtises, je reprends exactement, il y a 67% des salariés qui sont satisfaits de leur équilibre vie pro, vie perso. Quand on voit ça, 67%, on dit que c'est très bien. Et en fait, quand on regarde entre hommes et femmes, il y a un fossé entre les hommes qui sont beaucoup plus satisfaits de leur équilibre vie pro, vie perso et les femmes. Donc, c'est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Il y a à peu près 10 points d'écart, donc c'est quand même énorme entre les deux. Et justement, alors pour mieux concilier vie pro, vie perso, quand on n'est pas forcément satisfait ou qu'on voudrait améliorer les choses, Diane, est-ce que tu peux déjà nous donner des conseils, je dirais, à l'échelle individuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir peut-être une semaine qui nous convient mieux? Alors, je crois que moi, la première chose à faire, c'est d'ailleurs souvent ce que je conseille pardon, quand je fais travailler en tous les cas sur ces questions-là, c'est justement de s'interroger déjà soit à un niveau individuel, donc sur sa propre définition de l'équilibre. Parce que ça va être important d'aller construire le juste équilibre pour soi. Donc forcément, si on veut construire le juste équilibre pour soi, on est obligé de s'interroger, de s'arrêter, déjà de regarder un petit peu comment est-ce qu'on vit les choses aujourd'hui. Donc peut-être s'interroger sur qu'est-ce qui fait finalement à un moment donné que son équilibre est rompu. On peut essayer d'aller chercher un petit peu dans sa mémoire sur les fois où on s'est senti en déséquilibre ou si on se sent en déséquilibre, qu'est-ce qui fait que et puis se demander finalement déjà pourquoi on n'y arrive pas actuellement. Donc ça, c'est un point de départ et c'est ce qui va nous permettre aussi justement après d'aller construire progressivement, donc c'est un petit peu comme un puzzle comme ça, sa propre définition de l'équilibre. Et ça, si on interroge Marie sur sa définition de l'équilibre, elle aura forcément une définition pour elle qui sera différente de ce que moi j'attends d'un bon équilibre, d'une vie justement en équilibre. Donc ça, on ne peut pas faire l'impasse en fait de ce questionnement-là, à la fois sur les freins à notre équilibre aujourd'hui ou hier, et puis dans un deuxième temps, effectivement, sur ce qu'on a envie de construire. On peut aussi aller mesurer l'écart entre les deux, très concrètement. Qu'est-ce qui nous sépare finalement de l'équilibre? Alors, l'équilibre parfait, il n'existe pas, mais en tous les cas, un bon équilibre ou un juste équilibre pour soi. Sachant effectivement que ce sont forcément des définitions, on l'a dit tout à l'heure, qui évoluent dans le temps. Donc ça dépend en fait des périodes de la vie, de nos aspirations aussi. Ça peut changer des contextes que l'on subit aujourd'hui. Voilà, donc on s'adapte constamment à cette définition-là. Mais qu'est-ce que l'on peut après aussi concrètement mettre en place? Chaque personne, et moi j'ai pu le constater, j'accompagne les gens depuis longtemps sur ces questions, que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les gens ont déjà quand même souvent beaucoup de pistes, d'idées de ce qu'ils pourraient concrètement mettre en place à un niveau individuel justement pour tendre vers un meilleur équilibre de vie. Donc c'est intéressant d'aller s'interroger aussi sur ces leviers concrets, ces marges de manœuvre, les marges de manœuvre qui dépendent de nous et qui dépendent des autres, très concrètement aussi, parce que parfois, il y a des choses à négocier avec son employeur, par exemple. Ça peut être un temps de travail, ça peut être avec son conjoint aussi, sur qui récupère les enfants, quand, comment est-ce qu'on s'arrange, etc., etc. Donc, il y a constamment des choses à remettre sur la table, à renégocier et de le faire régulièrement. Je pense que c'est important que cette construction de son équilibre, elle puisse aussi être réévaluée régulièrement. Moi, je pense qu'au moins une fois par an, déjà c'est une bonne chose, c'est-à-dire se réinterroger régulièrement et puis faire des points aussi réguliers. Moi j'aime bien l'idée aussi, je le propose souvent, de faire un rendez-vous mensuel avec soi-même par exemple, pour en tous les cas les personnes et les femmes en particulier qui ont besoin de travailler un peu sur ces questions-là et de se poser justement aussi sur sa gestion d'énergie. Comment est-ce que j'ai vécu le mois qui s'est écoulé? Est-ce que je me suis sentie fatiguée? Est-ce que je me suis sentie pressée? Est-ce que j'ai eu le temps de travailler sur les dossiers que j'avais envie? Est-ce que j'ai eu le temps de faire ce que j'avais prévu ou d'avancer sur telle chose, peut-être même sur le plan familial? Voilà, ça permet aussi là encore de s'arrêter, de mettre un petit peu le temps sur pause et puis toujours là encore de réajuster pour le mois suivant, voire sur une unité temps un peu plus longue, ça peut être un trimestre, ça peut être un semestre, voire sur l'année entière. Donc, c'est se réapproprier justement une forme de pouvoir et de se dire que oui, on peut
très concrètement, y compris par des petites touches en fait, hein, agir en faveur d'un équilibre qui nous correspond davantage. Et souvent, hein, ce qu'on peut remarquer, c'est que parfois, ce sont des petits ajustements ici et là qui peuvent véritablement faire une grande différence en termes de perception, de ressenti, de qualité de vie. Parfois, ce n'est pas grand-chose hein, quand on travaille dessus, mais dans le ressenti, après, on n'est plus dans un ressenti d'accélération du temps, on est dans un ressenti, dans un rythme, en fait, puisqu'on parle aussi de rythme, qui nous correspond davantage. Hein, mais après, ça va être vraiment d'une personne à l'autre et puis d'aller travailler. Alors parfois, on se rend compte que, bah oui, on n'a plus le temps de voir nos amis, par exemple, parce qu'on travaille trop, etc. Donc parfois, on sait l'expliquer parce que c'est lié à une période de l'année particulière avec une hausse d'activité, etc. Et puis parfois, on se rend compte aussi en analysant que non, c'est quelque chose qui est en train de s'installer, qui dure. Et donc là, il faut agir. En fait, hein. Donc, tu vois, on est quand même sur, on ne peut pas faire l'impasse d'une analyse individuelle et après, qui est de prise de conscience, mais qui doivent être suivies après d'actes concrets, en fait. Hein. Ouais, ouais. Non, bah après ce webinaire, vous prenez tous une feuille et puis vous Voilà. voyez un petit peu sur le mois écoulé, qu'est-ce qui vous a Exactement. convenu, là où ça a pêché. Et ce que j'aime bien, Exactement. c'est que, voilà, c'est l'idée, c'est pas de plaquer une recette et de vous dire finissez tous les jours à Et 17 oui, parce heures, que, c'est oui. de partir de vous et de voir vraiment qu'est-ce qui vous convient le mieux pour après réajuster parce que selon Exactement. Voilà. chaque Et je l'avais dit tout à l'heure rapidement, mais le point de départ de cette réflexion, ça peut être les deux questions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. On peut tous se la poser cette question et souvent on ne le fait pas. Moi, je l'ai souvent posée en atelier, en coaching, en formation, etc. Et je me rends compte effectivement que parfois, j'ai des personnes en face de moi qui me disent « Ah, en fait, je ne sais pas. » Voilà. Et où, alors c'est une variante en fait, hein, de qu'est-ce qui est nécessaire à mon équilibre, tout simplement. Souvent, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures, etc. Il faut revenir à des choses très simples. Qu'est-ce qui est nécessaire à mon équilibre? De quoi j'ai besoin, tout simplement, pour me sentir bien? Et donc, c'est comme ça, petit à petit, qu'on va réussir à construire quelque chose, ben oui, qui nous ressemble à nous, qui va aussi faire des liens avec nos valeurs essentielles, etc., etc. Nos valeurs, nos besoins, voilà. Ouais. Et alors, on avait un commentaire de Nadège qui nous dit méditer au travail, c'est pas forcément évident. Est-ce que l'année 2020 a changé les choses en termes de méditation au travail dans les entreprises? Est-ce que il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent et qui, je dirais, donnent la possibilité à leurs salariés d'expérimenter aussi la méditation? Oui, oui, clairement, un grand oui. La crise sanitaire a eu pour conséquence de mettre un gros coup de projecteur sur la santé mentale des collaborateurs. Alors, je souligne que c'est pas parce qu'il y a eu cette crise sanitaire que le sujet de la santé mentale est nouveau. C'était déjà un sujet avant. Sauf que là, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Et effectivement, donc moi, chez Petit Bambou, je suis en charge du développement de la méditation en entreprise. Et on a connu un boom énorme cette année. On a multiplié par 10 les demandes de diffusion de l'application et les interventions de nos experts en entreprise. Donc, effectivement, les services RH, les directions, les managers prennent une vive conscience de l'état mental de leurs collaborateurs, le stress généré par la crise sanitaire, l'anxiété, le manque de perspective, le lien social qui s'est rompu, la dureté du télétravail, l'isolation des gens également. Et donc, ils ont eu cette envie d'amener un de ces outils. C'est pas une pilule magique, la méditation. Alors, je précise, c'est pas la pilule bleue dans Matrix, hein, soyons clairs. C'est un outil, c'est une hygiène de vie, ça demande de la rigueur, ça demande de pratiquer régulièrement pour avoir ces bénéfices. On peut les toucher du doigt déjà au bout de 15 jours, hein, quand on médite 10 minutes par jour, tous les jours. Mais ça demande un investissement personnel. Donc, nous, avec les entreprises, ce qu'on fait, c'est que c'est toujours sous le coup du volontariat du collaborateur. L'entreprise n'a jamais, dans tous mes clients, c'est jamais arrivé, n'a jamais imposé une licence Petit Bambou à son salarié. On présente ce que c'est, on explique les apports que ça peut avoir, ce que Petit Bambou peut apporter à travers l'application. On fait des ateliers d'initiation avec nos instructeurs, on fait des sessions de méditation récurrentes en visio, etc. pour amener aussi du lien avec les équipes. Mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les collaborateurs pour leur dire il y a un outil qui peut vous aider, qui peut vous apporter ces moments de pause dans la journée, qui peut vous aider à mieux gérer votre stress, qui peut vous aider à mieux reconnaître vos émotions, à renforcer votre résilience, etc. Si vous le souhaitez, c'est à votre disposition. Et cette année, ça a été vraiment très révélateur, effectivement. Ouais, c'est bien.
Oui, ça a Et changé. Alors, au moins, mmh. c'est une bonne chose en espérant que ça continue. Alors, pas la crise sanitaire, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas, comme tout le monde, pas du tout envie que ça continue. Mais en revanche, la prise de considération de la santé mentale du collaborateur et lui apporter ces outils pour que lui-même développe cette santé mentale, la renforce. Il y a un de mes patrons qui avait fait lors d'une conf une comparaison que je trouve sympa et je vais la redire. L'entreprise, c'est le terreau fertile en fait. C'est pas son job de planter la graine pour le collaborateur. Son job, c'est d'apporter un terreau qui soit riche, qui soit plein de vitamines, plein d'énergie, pour que la graine plantée par le collaborateur puisse germer, que le collaborateur l'arrose, l'entretienne, la fasse grandir. Et cette image, cette métaphore, elle est très révélatrice de ce que c'est la méditation en entreprise aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Donc, on note la bonne pratique de la méditation en entreprise, c'est possible, et du coup, ça fait plaisir à entendre. Diane, parmi les entreprises dans lesquelles tu travailles, quelles sont les bonnes pratiques qui, toi, t'ont marqué ou que tu trouves intéressantes pour aider les salariés à mieux concilier vie pro, vie perso? Alors, bon, il y en a pas mal. Après, je peux, ouais. En tout cas, ce qui est important dans les entreprises en termes de bonnes pratiques, c'est déjà de mettre ses collaborateurs en réflexion sur le sujet. Parce qu'on se rend compte justement, on le disait, hein, que c'est un sujet qui est plébiscité aujourd'hui. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein, c'est quasiment, c'est de plus en plus, hein, d'ailleurs, chaque année. Et il y a une vraie demande sur ces thématiques-là. Et c'est important pour justement aller construire des bonnes pratiques qui soient véritablement utiles. Moi, j'ai toujours ça en tête, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre en place qui va être véritablement utile à ses collaborateurs? Il faut pouvoir d'abord questionner justement ses collaborateurs sur le sujet. Alors, on peut le faire de plein de manières différentes et très concrètement par des questionnaires, des sondages, ça peut être des entretiens, ça peut être des ateliers en petits groupes pour aboutir justement après sur des choses très concrètes justement. Alors, ça peut être sur l'usage, par exemple, des outils Internet, de la messagerie, etc. Ça va dépendre en fait après de chaque secteur d'activité, de chaque entreprise est un écosystème à part entière, avec aussi sa culture, avec sa philosophie, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut difficilement aller sur des bonnes pratiques un petit peu toutes faites comme ça et que pour moi, la première bonne pratique, c'est d'aller effectivement mettre véritablement ses collaborateurs en réflexion sur le sujet, de prendre ce temps-là. Et puis après, d'aller voir si la bonne réponse sera à travers des ateliers de sensibilisation ou des ateliers de co-construction aussi, ça fonctionne bien justement, ou sur de la formation, ou sur… Ce qui fonctionne bien par exemple en équipe, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus assez régulièrement, c'est quand on travaille justement sur la façon dont on gère son temps ou dont on conçoit en fait le temps et le rythme en fait professionnel, qui peut être forcément différent d'une personne à l'autre et d'un service à l'autre. C'est intéressant au niveau d'un service ou d'un pôle ou d'une équipe, par exemple, de travailler collectivement et non plus là individuellement sur ce qu'on met, par exemple, derrière la notion d'urgence, derrière la notion de priorité, qui est propre à cette équipe, propre à ce service, justement, parce que ça va permettre de définir un vocabulaire commun et de pouvoir travailler après sur des choses qui vont nous parler à tous au sein de son équipe. Et donc, forcément, si on ne travaille pas sur ces notions-là, d'urgence, de priorité, etc., il y aura trop d'écart et on sera sur des réponses trop individuelles, alors qu'en fait, c'est souvent important de savoir quelle réponse apporter en fait en cas d'urgence. Qu'est-ce qui est une urgence, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on choisit justement de travailler ensemble, sous quel rythme. Et puis c'est intéressant de le faire au niveau, d'impulser ça par le manager en fait, forcément, parce que alors quand il a conscience que ces questions de rythme sont importantes et de gestion du temps, parce que justement, on se rend compte parfois des écarts qu'on peut avoir entre une façon de vivre son rythme professionnel par certains managers et puis la façon dont ce rythme est vécu et parfois est mal vécu en fait par les collaborateurs aussi. Donc, c'est important de pouvoir, quand on peut le faire, qu'il y ait une prise de conscience au niveau des managers, ce qui est déjà bien,
Voilà, donc, et puis que ça puisse après se décliner et se travailler véritablement entre équipes et entre services ou pôles, etc. Hein, et ça fonctionne bien et souvent on arrive à des résultats tout à fait intéressants et à une façon de travailler beaucoup plus qualitative, beaucoup plus respectueuse justement du rythme de chacun et donc ça permet forcément après beaucoup plus d'efficacité. Oui, oui. Alors, si vous vous êtes intéressé par des bonnes pratiques, des exemples concrets d'entreprises, même si, comme on vous le disait, on vous le répète, l'idée n'est pas de prendre des recettes toutes faites, mais de voir aussi qu'est-ce qui se fait concrètement dans d'autres entreprises. Sur My Happy Job, vous allez dans la rubrique bonnes pratiques et on a en fait beaucoup de cas d'entreprises. Donc, dernièrement, pour vous donner 2 exemples très concrets, on a parlé de la startup PandaCraft qui fait des kits par abonnement pour enfants. Et du coup, par exemple, quand on parle du télétravail, on a souvent l'idée de soit 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine, ou alors tout le monde est en total télétravail. Eux, ils ont pris un autre modèle qui est le télétravail illimité. C'est-à-dire que ce n'est pas du télétravail à temps complet. C'est pas on fixe 1 ou 2 jours par semaine. C'est chacun au sein de son équipe détermine ce qui est le mieux pour lui, pour son équilibre et pour que l'entreprise puisse continuer aussi à fonctionner. Donc, c'est un exemple concret où on n'est pas dans les schémas, je dirais, classiques. Et un autre exemple, PayPal, tous les 5 ans, les salariés ont le droit à 1 mois de congé en plus. Donc, tous les 5 ans, ils ont le droit de cumuler 1 mois en plus de leur congé classique, ce qui fait qu'ils ont une pause généralement de 2 mois. Elle me disait une des responsables RH. Et du coup, ce qui était très intéressant, c'est que l'air de rien, le fait de s'absenter 2 mois, alors l'idée étant que personne ne vous dérange et qu'on ne vous harcèle pas de mails pendant ces congés-là, mais du coup, ça a permis aussi, l'air de rien, que les congés maternité, quand les femmes s'absentent et maintenant les pères aussi plus longtemps, ça passe dans la norme. C'est-à-dire que vous n'êtes plus l'exception quand vous partez en congé maternité pendant plusieurs semaines. Ça fait partie du paysage comme d'autres salariés. Donc, je trouve ça intéressant. Ça casse un petit peu les schémas classiques. Et quand on parlait tout à l'heure de la différence homme-femme, toutes les mesures dont on parle aussi beaucoup, l'allongement du congé paternité, pour moi, ça œuvre aussi à l'égalité parce que ça normalise le fait qu'on s'absente, que on soit une homme ou une femme. Et c'est pareil pour aller chercher les enfants à l'école. Donc, tout ça, ça a du bon et ça bouge, je dirais, dans le bon sens dans les entreprises. Donc, il y a plein de bonnes pratiques comme ça qui sont intéressantes à aller voir et qui montrent qu'il y a des choses qui sont faisables aussi en entreprise. Et alors, on va répondre à vos questions dans 2-3 minutes. Et il y en avait une qui était intéressante sur mais pourquoi, est-ce que c'est pas facile pour les entreprises de proposer de la méditation? Alors, on a souvent le même cas dans les exemples avec le yoga plutôt que d'aller s'intéresser au management dans l'entreprise, etc. Alors, moi, d'emblée, je vous donne mon avis. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on propose des choses en méditation qu'on n'est pas obligé de s'attaquer aux problèmes de management et autres. Et au contraire. Voilà, exactement. Pour moi, c'est très complémentaire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas la méditation miracle qui va tout régler, mais c'est une mesure parmi d'autres. Et je ne sais pas si c'est comme ça chez les clients de Petit Bambou, mais généralement, les entreprises qui ont ce genre de bonnes pratiques ont un panel de bonnes pratiques et de choses mises en place. Et c'est pas tout ne repose pas sur la méditation. Non. Non, je te confirme bien qu'en général, on fait partie. Et puis, on ne peut pas, sur 100% des gens, il n'y a pas 100% des gens qui méditent. Donc, du coup, ce ne serait pas une offre adaptée pour tout le monde. Encore une fois, c'est une démarche volontaire. Il faut être aligné et conscient par rapport à nous, ce qu'on a envie, nos valeurs, notre intention. Et si notre intention, ce n'est pas de méditer, mais de faire du sport, c'est OK. Et du coup, non, dans la plupart des entreprises, dans toutes nos entreprises clientes, on fait partie d'une offre prévention des risques psychosociaux et bien-être avec le sport, avec du yoga, même si on n'aime pas trop être comparé à du yoga parce que c'est quand même bien différent. Et puis l'investissement est autre. Enfin voilà, c'est quand même une notion qui est différente, mais ça peut être le sport, ça peut être des ateliers de lecture, des ateliers d'aromathérapie. Voilà, il y a vraiment... ça s'inscrit dans une démarche globale en fait. Exactement. Et ce que tu soulignais sur la partie manager et les transformations de fond, j'ai envie de dire, c'est mettre la méditation comme pansement sur une entreprise où ça ne va pas dans le fond, ça ne sert à rien, ça sera très mal perçu des salariés, ça sera de la mauvaise com interne et de la mauvaise com externe. Donc, il vaut mieux pas le faire du tout. Et là, je ne mets pas ma casquette de vendeuse pour le coup, je fais totalement l'inverse. Mais non, c'est vraiment la transformation de fond. S'il y a des soucis organisationnels, managériels, s'il y a des problématiques de fond, c'est sur ça qu'il faut s'attaquer. Et en parallèle, on peut effectivement proposer la méditation, mais on ne peut pas proposer la méditation ou le sport ou autre tout seul, en mettant de côté, en mettant la tête dans le sable, quoi. Ouais.
Oui, oui. Et alors, je vous poserai une dernière question et après, du coup, j'ai déjà pas mal de questions à vous poser des participants et des participantes. On a beaucoup télétravaillé, on continue beaucoup à télétravailler, et puis c'est quelque chose qui va s'installer durablement dans nos vies. Et il y a du positif parce que quand on parle de conciliation vie pro, vie perso, le télétravail nous fait gagner du temps, hein, moins de transport. Du coup, on a plus de temps en théorie dans notre journée. Mais on l'a vu avec le télétravail à temps complet et je dirais contraint qu'on a pu vivre pendant les confinements, que c'était pas forcément la solution miracle non plus pour réussir à tout concilier, qu'on peut se laisser happer par le travail. Donc du coup, quels seraient un ou deux conseils pour bien concilier quand on est en travail à distance? Diane? Marie, ou Vas-y, tu Diane. veux? Ouais. Alors, effectivement, moi je crois que le risque majeur là, des gens en télétravail, c'est effectivement d'arriver sur cette fusion, hein, entre vie professionnelle et vie personnelle. On le voit, je le vois d'ailleurs aussi, voilà, chez ma fille aussi là qui démarre en télétravail et qui finalement se retrouve avec plus d'horaire, voilà, où elle termine tard, etc. Alors que si elle avait été effectivement sur place dans les locaux, ce serait complètement différent. On ne prend plus de pause, etc. Donc, ce qui va être important, c'est de remettre effectivement des cloisons, en fait, tout simplement. Moi, je pense que c'est vraiment fondamental. Il y a deux risques majeurs en télétravail. C'est cette explosion, effectivement, des repères entre vie pro et vie perso, et donc forcément un débordement de la vie professionnelle. C'est souvent dans ce sens-là, hein, d'ailleurs, sur la vie personnelle, la vie familiale, qui du coup n'existe plus, y compris parfois le week-end, le soir, etc. Donc, vacances, pas vacances, jour à RTT ou pas. Et puis, souvent, le risque d'isolement social. Hein, c'est souvent les risques majeurs en télétravail. Donc, ce qui va être important, c'est de remettre du cadre dans tout ça. Donc, ça va être, par exemple, de délimiter son territoire, même si on n'a pas un bureau à part. Il faut qu'on ait un espace à soi, même si ça peut être un coin de bureau, un coin de table, etc., où à un moment donné, c'est notre espace. Comme l'ordinateur professionnel ou qui nous sert pour notre entreprise ou pas, il faut que ce soit notre ordinateur et pas forcément celui que tout le monde va utiliser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quand même des choses qui relèvent du professionnel et puis de pouvoir le déconnecter effectivement du personnel et du familial. On peut aussi arriver à mieux le faire, ça en instaurant aussi des rituels. On est des êtres sociaux, des êtres on a besoin en fait de rituels pour structurer nos journées. Hein, donc, on a besoin de retravailler aussi sur la structuration du temps. Donc, instaurer des horaires, pouvoir retrouver ces rituels qu'on avait au bureau, par exemple, où on arrive, on va aller à la machine à café ou autre, on va retrouver les collègues ou dire bonjour plus ou moins aux mêmes personnes. Ben, c'est un petit peu ça, c'est retrouver un petit peu ça, peut-être démarrer effectivement en se servant son café le matin. Moi, je sais que quand je me fais couler mon café, je pose mon café juste là, ça y est, je démarre ma journée, je me mets en mode boulot. Donc, psychiquement, on a besoin de ces repères-là. Donc, il faut se redonner des repères, mais il faut s'en donner aussi le soir quand on termine. C'est-à-dire, ce n'est pas juste quand on commence sa journée, c'est aussi le soir, comment est-ce qu'on boucle et comment est-ce qu'on arrête finalement sa journée de travail. Et à un moment donné, il faut pouvoir se dire, bah oui, là, effectivement, il faut que le cerveau aussi puisse se dire, là, j'ai terminé ma journée de travail. Donc, on a besoin de structurer davantage son temps, de cloisonner, d'instaurer des horaires, des rituels. Et puis, après, on peut effectivement pouvoir s'accorder plus de pauses, on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Donc, retravailler là-dessus, redéfinir en fait un cadre de travail qui nous permette d'être efficace les temps où on travaille, et puis après, de pouvoir aussi donner du temps de pause à son cerveau et des temps, donc à travers les pauses, et puis après, de repartir sur quelque chose de hors professionnel, mais complètement, de manière complètement déconnectée. Et c'est souvent ça le plus dur aujourd'hui. Hein, je pense qu'on l'a tous vécu et ce n'est pas forcément le plus facile. Ouais. Marie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bah je pense qu'il y a une notion qui est hyper importante, c'est la culpabilité. C'est de se déculpabiliser, de savoir dire non. De dire, voilà, moi, j'ai fini. Normalement, au bureau, à 18h, j'ai fini ma journée. Et ben, là, à la maison, à 18h, je ferme mon ordinateur, j'éteins mon téléphone. Je peux dire un petit au revoir. Nous, on a Slack chez Petit Bambou, donc on poste. Ça peut être pour verbaliser cette fin de journée, ça peut être bonne soirée, on se retrouve demain, au revoir, et c'est tout. Mais l'idée, c'est vraiment de se déculpabiliser en disant non, voilà, j'ai fini ma journée de travail, en temps normal, ça serait comme ça, et c'est aussi un temps normal. En fait, la vie continue, les journées se succèdent, le temps passe, et ma journée aujourd'hui, comme celle d'hier et d'il y a un an, ce sont des journées normales en tant que telles d'un point de vue horaire, et il n'y a pas de raison que j'aille voir mes mails à 21h, à 22h. Moi, j'ai
J'ai un très bon exemple. Samedi soir, on faisait des jeux en ligne avec de la famille. Et à titre personnel, j'ai une tablette Microsoft, mais elle ne marche pas très, très bien. Et j'ai mon conjoint qui me dit, pourquoi tu ne prends pas ton ordinateur du travail? Je dis non. Non, je ne prendrai pas mon ordinateur du travail parce que je vais avoir les notifs mail, je vais avoir les notifs Slack. Et psychologiquement, le fait d'ouvrir mon ordinateur de travail un samedi soir pour faire des jeux en ligne avec ma famille, non. C'était, voilà. Et donc, du coup, il a reçu un non catégorique. Mais j'étais à l'aise. Je l'ai fait en toute conscience. Et donc, je pense que cette notion de culpabilité ou déculpabilité est hyper importante. Savoir dire non. Et puis, j'aime bien cette image de me dire, essayer de se projeter. C'est-à-dire, est-ce que vous allez arriver au bureau en peignoir, en charentaise, avec la tasse de café à la main pour checker vos mails? Non. Donc, du coup, le faites pas chez vous non plus. Et comme disait Diane, c'est vraiment d'instaurer ces rituels et de dire je démarre ma journée comme je fais au bureau par je prends mon café, moi avec mon conjoint le matin vers 9h. Alors j'ouvre mon ordinateur à 9h, je regarde mes premiers mails et à 9h15, on se lance un café tous les deux, on se fait une petite pause café comme je le faisais au bureau et je reviens sur mes mails, sur mon ordinateur 10 minutes après. Et voilà. Et c'est cette notion de rituel, déculpabiliser et puis peut-être parfois se poser la question, en fait, se recentrer, se poser la question, est-ce que je ferais ça au bureau? Est-ce que là, l'heure qu'il est là, la tenue où je suis là, ou c'est l'environnement que je viens d'apporter sur… alors, c'est du télétravail, c'est la maison, mais est-ce que je peux projeter ça au bureau? Et si la réponse est non, probablement, c'est que ne le faites pas non plus à la maison, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, je trouve, dans vos deux témoignages, c'est les rituels, en effet, de créer des nouveaux rituels. Et un écueil qu'on peut voir beaucoup, c'est de vouloir, à l'inverse, trop reproduire la journée de travail, c'est-à-dire de rester collé à l'écran et de ne pas profiter de la liberté que nous offre le télétravail, parce que ça peut être source de travailler un petit peu autrement et ça sert aussi à ça. Oui. Et vous parliez beaucoup des rituels du matin. Le soir aussi, on le disait avec l'ordinateur, mais même si vous n'avez pas de bureau, rangez votre ordinateur dans un endroit où vous ne le voyez pas. Et moi, c'est une clé, c'est que je ne veux pas voir mon ordinateur, sinon ça va être je vais regarder un mail et puis mon téléphone et puis en fait une heure après on est encore en train d'éplucher des choses. Faut le ranger dans sa housse et puis voilà, mettre de côté. Fermer un petit peu symboliquement la porte du bureau plutôt que d'avoir ça sous vos yeux et d'être tenté, voilà, surtout quand on aime bien son travail. Du coup, alors on va commencer avec les questions. On en a déjà pas mal. Justement, on a une question pour les entrepreneurs. Quels seraient vos conseils? Parce que généralement, on aime son travail, c'est son projet, ou ça peut être pareil des fois quand on est à l'origine d'une start-up au début ou qu'on est à son compte. Quels seraient les conseils qu'est-ce qu'on peut faire pour concilier vie pro, vie perso, peut-être quand on travaille en solo, en freelance ou en tant qu'entrepreneur? Diane, est-ce que tu aurais Alors, la difficulté quand on entreprend, enfin c'est une difficulté, c'est une bonne chose aussi, c'est que justement, en général, on le fait par passion, qu'on adore ce que l'on fait, qu'on est à fond, qu'on y met beaucoup d'affect aussi. Donc, souvent, c'est notre bébé, etc. Moi, j'ai 3 enfants, mais j'ai un 4e bébé qui est mon entreprise, du coup, qui grandit aussi avec moi. Et donc, forcément, c'est d'autant plus difficile après de mettre de la distance entre soi et son bébé, en fait, et son projet, son entreprise, etc. Parce qu'on y met beaucoup de soi. Alors que justement, c'est important, dès le départ, j'ai envie de dire, de pouvoir travailler justement sur les limites que l'on va s'imposer, en fait, justement, et ne pas aller, chose qu'on aurait tendance à faire assez facilement, effectivement, sur le surinvestissement. Donc, c'est encore plus difficile quand on est entrepreneur, mais c'est important justement aussi d'apprendre à poser des limites à ses clients, par exemple. Et donc, pour ça, moi, je travaille avec des entrepreneurs depuis longtemps. C'est intéressant dès le départ de s'interroger justement sur nos nouvelles règles du jeu, sur comment est-ce qu'on a envie de travailler, sur quel est le rythme qui nous convient aussi, qui est adapté aussi à notre activité, parce que forcément, on peut avoir des activités différentes, et de ce que l'on est prêt à accepter ou pas. Est-ce que je suis prêt à travailler tous les soirs ou à me rendre chez certains clients, par exemple en soirée ou le week-end, ou quand est-ce que je décroche, quand est-ce que je me rends disponible, etc. Donc ça va être important quand même de poser, mais c'est même plus loin que ça, il faut à un moment donné réinventer son cadre de travail. Quand on démarre, a fortiori qu'on entreprend de chez soi. C'est d'autant plus important pour ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, etc. Donc, de pouvoir définir une organisation finalement qui nous convient et qui va nous permettre à la fois d'être dans un cadre structuré,
mais aussi de s'autoriser justement parfois à sortir du cadre, à se dire que ben non, là, on ne va pas être efficace, effectivement, on va plutôt arrêter de travailler cet après-midi. Et ça, parfois, on peut se le permettre justement quand on est entrepreneur. Donc, il y a des inconvénients, mais il y a aussi heureusement des avantages. Donc, c'est une flexibilité plus importante. Et parce qu'on va peut-être aller trouver l'inspiration en allant se promener, même en allant faire voilà, visiter une expo, etc., etc. Donc, c'est s'autoriser, en fait, souvent, à travailler peut-être parfois différemment. Et je constate souvent que chez les néo-entrepreneurs, ils ont un peu de mal à se donner cette autorisation-là, de travailler différemment et parfois même sur des horaires différents, parce que souvent, ils sortent du salariat, qui sont très formatés, là pour le coup, et qu'ils veulent reproduire à tout prix à 9h-17h, par exemple, ou 18h, alors qu'en réalité, peut-être qu'ils seraient peut-être plus efficaces en commençant peut-être un peu plus tard le matin, ou un peu plus tôt, et en s'accordant un temps l'après-midi, en retravaillant le soir, etc. Donc, on peut se permettre d'aller sur des rythmes de travail différents. Et là, ça va dépendre aussi beaucoup de son activité. Oui, tout à fait, hein, c'est très intéressant. Et en effet, on nous dit sans déculpabiliser, enfin sans culpabiliser, oui, j'allais dire déculpabiliser surtout, en effet, parce que c'est comme ça que vous travaillerez bien aussi. Donc, c'est important justement de s'autoriser, comme tu le dis, de ça et de changer un petit peu des conventions très classiques. Et de comprendre aussi, juste pour finir là-dessus, qu'en fait, c'est important encore plus, en fait, qu'en entrepreneur, de prendre soin de soi, de son énergie, parce que dans la plupart du temps, tout repose sur nous. Et que donc, si nous, on ne va pas bien, l'entreprise ne peut pas bien aller. Hein. Donc, ça doit faire la gestion de votre énergie, votre équilibre, là pour le coup, on est dans le sujet, doit pleinement faire partie de l'équation, en fait. Et donc, ça sera beaucoup plus facile après de pouvoir mettre votre équilibre, votre énergie aussi, au service de votre entreprise, de vos clients, etc. Hein, donc, ça, c'est important. Donc, ça permet de le faire sans culpabilité et en servant, en fait, aussi ses clients et son entreprise. Oui, tout à fait. On avait plusieurs témoignages sur la méditation qui n'est pas forcément évidente. Donc, j'avais un ou deux exemples de moi, j'arrive pas à méditer. À l'inverse, j'avais des conseils en disant si vous avez du mal, le coloriage peut aider à être dans un état un peu méditatif. La cohérence cardiaque aussi, travailler sa respiration. Quel serait le premier pas pour ceux soit qui ont essayé, qui ont un mauvais souvenir, ou soit ceux qui n'osent pas, ou voilà, quand on est vraiment débutant, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'y mettre? Déjà, c'est pas se mettre d'objectifs, ne pas se mettre d'injonctions et d'objectifs vis-à-vis de la méditation, c'est vraiment de l'accueillir comme elle est. Et si à un moment donné, on n'a pas été réceptif, c'est OK en fait. C'est que c'était peut-être pas le bon moment, pas la bonne période. Et oui, aller sur d'autres pratiques, le coloriage, le sport, la marche, aller cuisiner. Voilà, il y a plein d'autres façons de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'instant présent quand on cuisine. C'est clair que si vous n'êtes pas connecté à l'instant présent et que vous avez du lait sur le feu, vous allez vite apprendre des conséquences de ce qui peut se passer. Donc, on peut faire plein d'autres choses si, à un moment donné, on n'a pas été réceptif à la méditation. Si on a peur de se lancer, moi, mon premier conseil, ce serait ne partez pas sur la méditation longue. Ça peut être, vous pouvez commencer par quelques minutes de respiration, observez votre souffle, votre inspire, votre expire, et ça pendant déjà 2-3 minutes, et ça suffit. C'est déjà une première étape dans la méditation. Et ensuite, vous avez plein d'outils. Alors, bon, moi, je viens de Petit Bambou, donc je parle de l'application, mais vous avez des outils sur YouTube. Il y a plein, aujourd'hui, il y a plein d'outils à votre disposition déjà dans leur version gratuite qui peuvent vous amener des pistes pour pratiquer. Mon premier conseil, c'est ne partez pas sur une durée longue. Si vous n'avez jamais fait, si vous avez un peu peur, anxieux de se dire je me pose, si vous avez perdu l'habitude de prendre du temps pour vous et que ça génère du stress pour vous, ne partez que sur 1 ou 2 minutes de respiration déjà. Même 1 minute, ça peut suffire. Hein. Moi, je dis souvent pour inviter les gens aussi à le tester. Parce que justement, il faut bien se dire que la méditation, c'est aussi s'extraire du faire, se poser et juste être, en fait, tout simplement. Et rien que ça, voilà. Même sans forcément, on n'a pas besoin de savoir pratiquer une respiration abdominale ou pas, etc. Pas du tout. Juste, on se pose tout simplement et on ne fait plus rien. Et on laisse et on reste comme ça. Et rien que ça, je trouve que ça fait déjà du bien, effectivement. Et puis progressivement, effectivement, on peut augmenter les durées et puis tout en restant effectivement dans une pleine attention. Hein. C'est vraiment un outil aussi ou une pratique en tous les cas qui permet véritablement d'éduquer son attention, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc d'être plus connecté aussi au monde qui nous entoure, à nos sensations, etc. Donc juste là, juste
ça permet vraiment de s'arrêter, en fait, d'arrêter la course, justement, du quotidien, sans s'imposer rien, sans rien en attendre, sans pression, rien, juste là. Juste se poser. J'avais même fait un article dessus, enfin sur ce sujet-là, c'était s'asseoir pendant 1 minute, c'est déjà pratiquer la méditation. Ah oui. Et puis il y a plein, en effet, tu le disais, d'outils en ligne qui peuvent vous aider. Et puis il y a des exercices qui sont des classiques, mais le scan corporel qui permet de prendre conscience de soi. Et moi, je me souviens de la toute première méditation, on m'avait fait manger un carré de chocolat. Alors la gourmande que je suis avait bien aimé cet exercice avec tous ses sens. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent vous aider à être pleinement ici et maintenant, et ne serait-ce en effet que pendant quelques minutes. On nous demande, quand on a des collègues dans son équipe qui sont toujours débordés, qui courent tout le temps, qui sont en retard, etc. Qu'est-ce qu'on peut essayer si on voit que ça engendre de la souffrance, comment on peut essayer de les aider? Diane, est-ce que tu auras une piste? Alors, il faut qu'ils aient envie. C'est toujours un peu compliqué enfin voilà, il faut être prêt aussi à vouloir travailler sur sa relation de temps, sur son organisation, etc. Donc, c'est difficile parfois d'être interventionniste, en fait, sur ce plan-là. Peut-être mettre de la conscience dessus, c'est-à-dire leur faire prendre conscience. C'est-à-dire que si on accepte tout le temps, c'est toujours pareil, du coup, on cautionne aussi une façon de faire, des pratiques qui sont pas forcément efficaces pour soi, pour les autres, pour le service, etc. Donc, ça peut être intéressant aussi en mettant des limites et en disant non, votre urgence n'est pas la mienne, ou ça, c'est votre mode de fonctionnement, mais ça ne doit pas m'impacter à un moment donné, où on peut l'accepter une fois, mais peut-être pas 2 fois, 3 fois, etc. Ça peut amener justement à oser poser le sujet sur la table. Parce que c'est un petit peu ça la difficulté, c'est qu'on a des collègues qui ont une organisation un peu dysfonctionnelle ou une relation au temps un peu compliquée, etc., et que ça impacte effectivement les autres. L'idéal, ce serait de pouvoir poser le sujet sur la table et de le faire avec quand même un peu de diplomatie, mais on peut y parvenir justement en mettant le haut là, en fait, tout simplement, en décidant que ça ne doit pas nous impacter, nous, dans notre organisation, dans notre gestion du temps ou dans notre équilibre, en fait, vie pro, vie perso, tout simplement. Donc, ça peut être une manière de dire stop et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à fonctionner comme ça, ou est-ce qu'on essaie de voir comment on peut fonctionner différemment? Donc, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'équipe, de s'interroger sur ces notions d'urgence, de comment est-ce qu'on travaille ensemble, en fait, et sur quel rythme. Oui, oui. On nous demandait aussi par rapport au temps de pause qu'on évoquait au début du webinaire, est-ce qu'il y a un temps de pause du coup idéal? Alors, on a beaucoup insisté sur le fait que les pauses pouvaient être courtes et que plus elles étaient régulières, mieux c'est, que ce n'était pas que la pause du déjeuner ou de la fin de journée. Mais du coup, une bonne pause, ce serait quoi concrètement? Alors, ça peut être 10-15 minutes. Alors, c'est plutôt tous les combien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des études qui disaient effectivement que justement, un cycle d'activité repos, c'est toutes les 90 minutes. Donc, toutes les heures 30, on va dire, ce serait intéressant effectivement de s'accorder une pause, donc toutes les 90 minutes, on va dire, et qui serait effectivement de 10-15 minutes. C'est déjà bien, en fait. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'on peut déjà en avoir une, voire deux en matinée. Tout dépend à l'heure à laquelle on la commence et on la termine. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'on va en avoir plusieurs dans la journée. Et pas juste, même, alors déjà, vous avez beaucoup de gens qui zappent la pause méridienne, ou qui l'écourtent, voilà, alors qu'elle est importante, justement. Mais il en faut le matin aussi, il en faut le soir, l'après-midi, etc. Donc, c'est que ce soit beaucoup plus fréquent, en fait. Quitte, justement, à se les programmer. Alors, soit entre deux activités, parce qu'on sait qu'on va travailler pendant 1 heure ou 1h30 sur tel dossier, et puis qu'on va basculer sur une réunion ou une visio après, etc. Et donc, on va peut-être anticiper et se garder un temps justement de pause entre les deux. Mais en tous les cas, il faut presque s'obliger en fait à le prendre, à le faire, parce que ça va être vraiment profitable, y compris en termes d'efficacité. Donc, ne pas hésiter à les programmer quand c'est nécessaire. Oui. J'avais aussi reçu par mail une question qui était intéressante, c'est comment faire pour que notre organisation, alors on peut réussir à bien concilier vie pro, vie perso, mais avoir une organisation un peu routinière, ou du coup qui à force nous lasse parce que le quotidien se ressemble. Quel serait ton conseil, Diane, pour peut-être ne pas tomber dans une routine, certes où on arrive à faire tout ce qu'on veut, mais peut-être pas très stimulante?
Alors là, c'est pas forcément évident parce que ça va beaucoup dépendre de son activité, de son travail, parce que tu as des postes, si tu veux, où tu as justement des activités voilà, d'exécution, par exemple, où il y a assez peu de marge de manœuvre. Ce qui peut être intéressant en termes de rythme, c'est d'alterner justement, quand on peut le faire, là encore, il faut de la marge de manœuvre, entre des activités ou des tâches qui nécessitent sa pleine attention, sa réflexion, etc. Et donc, il va utiliser le cortex préfrontal et puis d'alterner avec des activités, par exemple, qui vont plutôt être routinières, justement, ou qui vont nécessiter peu d'énergie, qui vont utiliser d'autres zones du cerveau, je pense aux noyaux gris centraux, etc., plutôt le siège de l'habitude, tout ce qu'on a un peu automatisé au niveau de la mémoire procédurale et qui va du coup nous consommer beaucoup moins d'énergie. Donc, par exemple, et donc là, c'est des choses qui rejoignent aussi un petit peu la chronobiologie. Pendant la digestion, après le repas, où on est un petit peu plus fatigué, etc., on pourrait, par exemple, en profiter pour aller sur des tâches routinières et puis réserver des temps de création ou des temps de réflexion ou de hiérarchisation, etc. Tout ce qui va nécessiter notre attention pleine pourrait être réservé, par exemple, au matin ou à des moments où on sent qu'on est en pleine concentration. Mais après, il faut aller dans la variété en fait de nos activités en fait. C'est ça qui va aussi nous éviter de tomber dans une lassitude en fait au quotidien. Avec des temps aussi de pur, quand on peut le faire aussi, ça va dépendre beaucoup de la nature de notre travail, avec des temps de création pure, des temps d'activité, d'inspiration. En fait, aussi. Coller à l'ordi aussi, forcément. Oui. Exactement. Mais là, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va tellement dépendre en fait de son travail en fait. Oui, tout à fait. On peut mettre du créatif quand même dans beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on l'imagine. Oui, tout à fait. Dans la création d'un process, par exemple, on peut être ingénieuse dans la façon de le faire. On peut mettre beaucoup plus de créativité dans ce que l'on fait au quotidien. Oui. Alors, j'avais 2 bonnes pratiques que je vous lis du chat et après, j'aurai une dernière question méditation. Du coup, il y a Claire qui nous dit « Certains de mes collègues ont des horaires décalés par rapport aux miens et ont tendance à m'appeler quand ma journée à moi est terminée, mais pas la leur. Donc, elle a programmé un message sur son téléphone portable qui indique qu'afin de préserver son équilibre vie pro, vie perso, il est préférable de la contacter par mail après 17h et qu'elle répondra le lendemain matin. » Donc, je trouve ça très pratique, très concret. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire en fait. C'est très intéressant. Que l'on soit entrepreneur ou salarié, même en étant entrepreneur, on peut le faire. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on doit tout accepter. On n'a pas non plus une vie familiale, personnelle, etc. Et on peut avoir des horaires et des limites en fait. Et ensuite, on a Anna sur la méditation qui nous dit « J'ai commencé avec les méditations pour m'aider à m'endormir. Et ensuite, après plusieurs années, elle a commencé petit à petit à faire des pauses respiration-méditation dans la journée. Et donc, elle l'utilise notamment Petit Bambou dans sa journée sur 3 à 5 minutes. Et elle disait que c'était très, très sympa pour se mettre du coup dans l'ambiance. Et on avait une question qui élargit un petit peu, je trouve, par rapport à la méditation qui est intéressante, qui était « Est-ce qu'on peut aussi méditer avec ses enfants ?» On parle de la conciliation du temps de vie, mais voilà, en fin de journée, on a tous eu des journées des fois très chargées où c'est le rush, où on court, on est toujours en mode dépêche-toi tout le temps. Est-ce qu'on peut méditer avec ses enfants et qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement? Ouais, c'est une super question et moi, c'est un point que je mets souvent en avant quand je présente l'app, le contenu de l'app, quand j'ai les RH au téléphone ou autre métier qui veut déployer l'app aux collaborateurs. Ce point-là, il est souvent sous-estimé par mes contacts et je le mets moi en avant de dire peut-être que vos collaborateurs n'auront pas le temps dans la journée d'utiliser Petit Bambou, mais sachez qu'il y a une catégorie jeunesse et la méditation chez les enfants, c'est super, c'est génial. Nous, on a de super retours de nos utilisateurs, alors version grand public. Il y a beaucoup d'écoles qui instaurent la méditation, alors soit des professeurs à titre individuel, soit l'organisation, la structure scolaire en tant que telle, qui va initier la méditation au début de cours pour différentes tranches d'âge. Nous, dans l'app, on commence à 4 ans. On a les premiers programmes, c'est 4-7 ans. En fait, le sujet de méditer avec ses enfants, c'est génial parce que si on n'a pas eu le temps dans la journée, effectivement, on peut prendre ce temps de pause-là le soir avec eux. C'est un moment familial, c'est un moment de partage, c'est une reconnexion, c'est une prise de considération de l'état de l'enfant également.
J'ai ma fille de 26 mois ce matin qui m'a fait une crise, mais alors monumentale. Elle n'est pas encore en âge de méditer, malheureusement, mais vivement. Ça nous aura fait du bien à toutes les deux à 7h30 ce matin. Mais oui, c'est un moment privilégié, ça permet cette reconnexion familiale, cet échange, puisqu'il y a ce moment méditation en plus qui sont faits pour les enfants. Hein. Ce ne sont pas des programmes comme pour nous les adultes, ce sont des contes, des histoires pour adapter à l'âge de l'enfant, pour les amener justement dans cette observation de leur corps, de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils sont en train de ressentir. Et la grande différence entre les enfants et les adultes, c'est que les enfants ne sont pas dans la rumination, ils ne sont pas dans le passé, et puis ils ne sont pas dans l'expectative, ils ne pensent pas forcément au futur. Et ça, c'est la grande différence entre le cerveau des enfants et des adultes, et donc ils sont beaucoup plus réceptifs à la méditation que d'un point de vue juste structure du cerveau. Alors, il y a des enfants pour qui ça ne marche pas du tout. Alors, on a aussi ces témoignages-là de parents qui disent j'ai voulu essayer, puis au final, pas du tout. Et réessayer peut-être dans 1 an ou dans 2 ans quand il aura évolué. Ouais, non, c'est un super moment et moi, je le mets souvent en avant dans l'entreprise à mes contacts RH en leur disant ça peut être un moment pour vos collaborateurs, effectivement, de prendre ce temps de pause à la fin de la journée avec leurs enfants et de se retrouver. Ça fait aussi un sas. Les enfants rentrent de l'école, vous finissez le travail et il y a un sas ensemble pour arriver sur la vie familiale après. Oui, ça peut être aussi qu'ils en ont besoin. Moi, je peux témoigner parce que ma fille, qui a 11 ans aujourd'hui, avec un 6e, a beaucoup utilisé justement les programmes de Petit Bambou. Et donc, c'était vraiment, voilà, elle a toujours aimé ces moments-là. Elle me le demandait aussi, avant qu'elle soit équipée, de me demander mon portable pour utiliser l'appli. Oui. Et donc, aller se lancer un programme ou prendre la séance qu'elle avait laissée la dernière fois, etc. Et à chaque fois, ça venait effectivement apaiser ses tensions. Et puis, c'était pas forcément tous les soirs, mais c'était quand elle en avait besoin. Donc, moi, je l'imposais pas, mais c'est elle qui le demandait. Et effectivement, ça venait ou quand elle était énervée ou quand, voilà, sur des moments où elle a pleuré, par exemple, etc. Hop, je fais, tiens, tu veux pas une petite, voilà, qu'on teste une petite séance, etc. Et ça vient systématiquement apaiser les tensions et ramener du calme et voilà, faire redescendre en fait là encore la pression, y compris chez les petits, puisqu'elle l'utilisait vers 6, 7 ans, 8 ans, voire même un peu plus, un peu moins là maintenant. Mais voilà. Dans l'adolescence, après, donc là, ça y est, bien sûr. TikTok. C'est autre chose. Autre chose encore. Ça me fait rebondir parce qu'il y a une question pour savoir s'il y a des programmes pour les ados. Oui, dans l'app Petit Bambou, vous avez effectivement des programmes pour les ados et les étudiants également. Et du coup, oui, on nous recommande le livre Calme et attentif comme une grenouille, qui est super pour les enfants. Et en effet, il y a l'appli Petit Bambou, mais Petit Bambou est aussi dans la Lunibox. Je parle de connaissance de cause avec mes enfants. Voilà. Et du coup, c'est très chouette pour éviter qu'ils vous piquent votre téléphone portable. Ils ont, voilà, c'est la petite machine qui raconte des histoires et du coup, ils peuvent avoir aussi Petit Bambou voilà, dessus. Et c'est très sympa et du coup, ça leur fait un appareil à eux. Donc, c'est top. Et ben super. Je vous remercie toutes les deux pour ce temps d'échange et de partage. Merci à tous les participants. Vous avez été super actifs, réactifs. On a passé une super heure avec vous. C'est passé très, très vite. Et on mettra le webinaire en replay. Et du coup, prochain webinaire pour nous en janvier. Donc, Diane, je rappelle, Temps et équilibre et le livre Slow Working où vous avez plein de conseils pour justement réussir à mieux concilier vie pro, vie perso notamment et à vous réapproprier votre temps. Et du coup, Marie, Petit Bambou, à la fois grand public, mais aussi dans votre entreprise. Et c'est ça aussi qui est, je trouve, très intéressant. Et je vous souhaite une très bonne journée, des très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et merci à toutes les deux. Merci Fabienne. Belle fête de fin d'année à tous. Merci. À très bientôt.